Attends, je fais un petit test de son là. Ok. Bon, purée, j'ai encore la voix cassée là, mais bon, vas-y, on va faire avec. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers viewers et serveuses de YouTube. Bienvenue sur cette chaîne YouTube All Side. Sur cette chaîne, on parle essentiellement de culture urbaine autour du sport, de la musique, du hip-hop. Donc, si jamais le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Comme je vais vous le dire depuis le début, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai manqué aussi de mon côté. Pour ceux qui sont abonnés à mon Instagram, qui va commencer à devenir important ces prochains temps, vous avez vu le prochain sur l'indice sur lequel sur l'artiste que je bossais ces derniers temps, et bah je vais vous présenter cet artiste là dès maintenant, et ce sera le rappeur Dave East, un rappeur issu de New York qui a un parcours assez atypique. Comme d'hab, je vais vous découper pour les side stories son enfance, sa carrière musicale et qu'est-ce qu'il va devenir par la suite. Et puis, deuxième formule que vous avez l'habitude d'entendre dans toutes les vidéos, je crois que depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, je le répète à chaque fois, mais installe-toi confortablement sur ta chaise ou sur ton canapé, et si t'es bien installé et que t'es toujours prêt à m'écouter, sur ce, on way! Alors, Dave East, de son vrai nom David Brewster Jr., est né le 3 juin 1988 dans le côté est de New York, plus précisément dans le quartier de Harlem. Dave East a des origines créoles de par sa mère et des origines dominicaines de par son père, mais tous deux vont décider de s'installer à New York pour qu'il puisse se rapprocher de sa famille, et il vivra aussi avec sa grand-mère pendant quelques temps. Petit Dave East, ce sera un gars qui va traîner la plupart du temps dans son quartier, donc il va principalement traîner dans le quartier de Harlem, même si vers le début de son adolescence, il va déménager vers le quartier de Queensbridge, auprès de sa tante qui va considérer comme sa deuxième maman. D'ailleurs, dans plusieurs interviews, on peut voir Dave East marcher dans les rues de son quartier et même présenter plusieurs endroits où il a l'habitude de fréquenter. On peut voir notamment les terrains de basket, des épiceries et même les endroits où il a l'habitude de rapper avec ses potes. Il fera d'ailleurs plusieurs révélations intéressantes sur son quartier. Il dira notamment qu'il croisera à de nombreuses fois plusieurs personnalités issues de Harlem, comme notamment le légendaire groupe Dipset et Jim Jones, qui est issu du même groupe. À l'école, Dave East est un élève relativement brillant et sérieux. Tout ça grâce en partie à l'éducation de ses parents qui sont très à cheval sur les valeurs de l'école et l'école en général. D'ailleurs, pour eux, il était inconcevable que leur fils ne puisse pas aller à l'université faire des grandes études. Salut, je suis rentré. J'ai reçu ton bulletin. Choisis ton destin. Tu es foutu. En parallèle de ça, Dave East développe déjà sa première passion pour le rap, c'est-à-dire que très jeune, il va commencer à écrire et rapper ses premiers textes de rap. D'ailleurs, sa mère révélera avoir retrouvé des dizaines et des dizaines de cahiers remplis de lyrics. Pour Dave East, c'était extrêmement facile puisque lui, il était déjà très très fort en anglais et en expression écrite, et c'est tout naturellement normal que le rap devienne sa première passion dans sa vie. Mais là où il commence vraiment à apprécier le rap, c'est au moment où il découvre ses premiers artistes. Et parmi la liste d'artistes qu'il découvre, il y en a pas mal issus de son quartier, ce qui est tout à fait normal. Mais on retrouve DMX, le groupe The Lox composé de Jadakiss, Steel P et Sheek Louks, Nas et bien sûr Biggie qui va en grande partie influencer sa musique et son écriture. Même si pour lui le rap n'est qu'une passion comme tant d'autres, sa première passion principale c'est le basket. Et il passera énormément de temps avec son père sur le playground à jouer, dribbler, et son père a même l'espoir qu'il devienne un futur joueur NBA, mais ça je vous rappellerai de ça par la suite. Alors malheureusement pour Dave East et pour un peu tous les petits jeunes qui traînent dans le quartier de Harlem à cette période-ci, il faut savoir que les quartiers sont contrôlés par des gangs. Et au fur et à mesure que Dave East continue à traîner dans la rue, il va se rapprocher de l'un d'eux, donc un gang qui est affilié aux Crips, qui est appelé le Harlem 30 Crips. Et donc Dave East, dès le début de son adolescence, va commencer donc quelques activités criminelles pour le gang, à savoir vendre de la drogue, livrer, compter, détail, bref, vous connaissez. Et ça va commencer à lui rapporter pas mal de problèmes dans la rue. Son père, ayant conscience de son affiliation et même de sa passion pour le rap, pour le basket, va prendre une décision radicale pour lui, c'est-à-dire qu'il va décider de le faire déménager
au Maryland, chez sa tante, loin de son quartier de Harlem et du coup loin des problèmes liés à la rue. Cette stratégie va s'avérer payante pour Davis puisque Davis, arrivé dans le Maryland, ne va plus s'intéresser aux histoires de rue mais va plutôt se concentrer sur sa carrière en NBA. Et d'ailleurs dans son équipe de lycée actuelle, donc à Springbrook, il va jouer au poste de arrière latéral et finira même à arriver en finale conférence lycéenne. Malheureusement, il perdra face à un prospect aussi NBA qui est d'ailleurs toujours dans la ligue actuellement, un certain Jeff Green. D'ailleurs, il perdra sur un buzzer beater, ce qui fait assez mal à l'égout, je ne vous le cache pas. Pourquoi ils ont été corrompus? Putain! Éducation de merde! Aucun honneur! Aucune dignité, rien! Mais malgré cette défaite, Davis se fera quand même remarquer par les recruteurs en NBA. Et puis en plus de cela, à la fin du lycée, il jouera donc à l'Athletic Union aux côtés d'autres futurs stars de la franchise. On parle notamment d'un Ty Lawson, d'un Grevio Marquez ou encore Kevin Durant qui deviendra l'un de ses amis par la suite. Après ces événements, donc Davis va réussir à décrocher une bourse à l'université de Californie pour jouer au basket. Là-bas, il suivra un cursus dans la communication, même s'il souhaite secrètement étudier le domaine du cinéma, puisque l'écriture a toujours été quelque chose de très important dans sa vie, mais on en parlera de ça, bien sûr, juste après. Et donc, tout va pour le mieux pour Davis, il suit ses cours, il joue au basket, sauf qu'un jour, quelque chose va brutalement freiner sa carrière. Et en fait, c'est que un jour, il va s'embrouiller donc avec le capitaine de son équipe. Une bagarre va donc éclater entre les deux et Davis se fera définitivement virer de l'équipe. Peu de temps après, découragé par cet événement, Davis ne va plus assister aux cours et se fera virer de l'université. Par chance, il réussit à décrocher une autre bourse dans une autre université, cette fois-ci à Baltimore, mais arrivé au courant de l'année, il a du mal à s'intégrer et en plus, l'entraîneur lui fait dire que son rôle n'est pas irremplaçable. Ce qui va progressivement décourager de plus en plus Davis et va décider de quitter définitivement le cursus universitaire. Et donc, Davis, qui est donc à ce moment-là à la rue, va plutôt recommencer à traîner dans les rues et va essayer de se débrouiller, donc en vendant de la drogue et en subvenant à ses besoins. Et c'est à ce moment-là qu'il se fera incarcérer pour 6 mois. Pendant son incarcération, il va donc reprendre sa vie en main et va décider en sortant de prison de ne plus jamais se faire freiner dans quoi que ce soit et de se lancer corps et âme dans la musique pour qu'il puisse réussir à s'en sortir. Fraîchement de sortie de prison et de retour de son quartier, Davis va se retrouver SDF. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'endroit où aller, il a trop honte d'aller chez ses parents et trop honte de revenir chez sa tante. Donc il va être un petit peu SDF et dormir dans des voitures de temps en temps. En parallèle, il recommence à traîner au quartier, il se met de plus en plus à rapper et à peaufiner ses textes. Et c'est là que beaucoup de personnes issues de son quartier lui disent mec, t'es super chaud, il faudrait que t'enregistres un projet. Motivé par ces gars, Davis va se mettre à enregistrer un projet donc en 2010. Pour les prods, ce sont des prods issus de Type Beats gratuits. Et donc d'ailleurs c'est un peu à l'arrache. Il va même déclarer dans une interview que le micro était genre style posé là sur la table. Il y avait juste un bandana pour la saturation et il posait son premier couplet, ses premières mixtapes. Et d'ailleurs la mixtape va s'appeler Chains of Plan. Ah, d'ailleurs bien marché pour lui, puisque Davis, très content de son projet, va décider à l'envoyer et un certain DJ de New York, un certain DJ Ill Will, qui a directement aimé ce projet et qui va très rapidement hoster ses mixtapes. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui se demandent pourquoi Davis a envoyé son projet à un DJ. Alors, faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, ceux qui étaient sur le devant de la scène, c'était pas les rappeurs, mais c'était les DJ. Faut savoir que plus un DJ reconnu passait ton morceau en club, plus tu étais susceptible d'être reconnu et donc de péter. C'est d'ailleurs pour ça que, d'ailleurs, je vous en parlais dans l'épisode de K-Camp, dans le side historique, que ses premières mixtapes sont hostées par des DJ. Il y a d'ailleurs pas mal de DJ qui ont hosté pas mal de grands artistes avant qu'ils pètent. DJ Drama, il en a fait pas mal. Khaled, DJ Première, même DJ Will Hill, que je vous ai parlé dans cette vidéo. Il a hosté pas mal de morceaux et de sons pour des rappeurs. Et pour ça qu'à l'époque, c'était très important d'avoir un DJ
reconnu qui passait tes morceaux en club. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas puisque maintenant, avec les plateformes, les réseaux sociaux, tout le monde peut plus ou moins arriver à créer cette espèce de notoriété. Mais quoique, je pense qu'il y a encore certains DJ qui passent des morceaux club issus de natifs de leur région. Cette première mixtape va faire pas mal de bruit et arrivera même jusqu'aux oreilles de l'un de ses anciens coéquipiers, à savoir le basketteur Kevin Durant. Kevin Durant qui va tout simplement rappeler Davis en lui disant qu'il adore ce qu'il fait, qu'il est fan de sa musique et il va même lui proposer d'enregistrer sa seconde mixtape chez lui à Oklahoma City puisque c'est là qu'il avait signé à l'époque. Davis, emballé par l'idée, va tout simplement prendre ses affaires et va se poser pendant quelques temps chez son ami. Il raconte que sa seconde mixtape va être créée en seulement 1 semaine et demie, donc la mixtape se nommera donc American Green Trainer. Et Kevin Durant a été une grande source de motivation pour Davis, puisque à cette époque-là, vu qu'il avait déjà signé en NBA, Kevin Durant menait déjà le train de vie d'une superstar, donc voiture, contrat, Oh damn! et Davis s'est tout simplement dit que lui aussi, il méritait cette vie-là. D'ailleurs, sur sa seconde mixtape, Kevin Durant a beaucoup participé, non seulement dans le choix des prods, on peut même retrouver certains extraits où tu le vois poser sur la mixtape, mais on va pas se le cacher, je ne crois pas, en ayant réécouté le projet, qu'il a posé sa voix dessus. En tout cas, très peu. Après cet épisode chez Kevin Durant, Davis va continuer à enchaîner les projets. Il va d'ailleurs sortir pas mal de mixtapes qui vont le faire reconnaître sur la scène underground. Mais en 2014, un événement va tout simplement faire décoller sa carrière et je vais bien entendu parler de sa rencontre avec Nas. Alors, pour remettre dans le contexte, Nas a un frère qui s'appelle Jeffrey. Jungle dans la street et pour les intimes, pour ceux qui connaissent sa musique. Et en fait, il connaît en réalité Davis depuis petit. En fait, les deux traînaient dans la rue. Il y a même une petite histoire où en fait Davis, à un moment, était le dealer de Jungle. Mais bon, ça c'est l'histoire de la rue. On laisse ça de côté. Alors en fait, donc les deux se connaissaient déjà depuis pas mal de temps. Mais Nas ne savait pas que son frère connaissait Davis personnellement. Alors, Nas va donc commencer à se prendre le petit en main, il va se prendre sa musique. Et en fait, ce que Nas apprécie particulièrement chez Davis, c'est qu'en fait, il arrive à insuffler un nouveau souffle dans le rap des années 90 que Nas faisait également à cette époque. Et puis en fait, ça lui rappelle ses débuts, que lui aussi posait. Et donc, tout naturellement, la connexion à un moment va se faire. Donc, c'est en fait un jour, Nas va tout simplement décider d'appeler Davis. Et en fait, les deux vont se rencontrer. Et quelques mois plus tard, lors d'un événement, il me semble que c'était lors de la promo du documentaire de Nas à l'époque, qui était Time is an Image. D'ailleurs, un très bon documentaire, si vous n'avez pas déjà vu. Et en fait, lors de la promo, Nas va tout simplement dédicacer Davis. Et ça a fait extrêmement plaisir à Davis. Les deux donc, ont finalement fini par signer un contrat ensemble. Donc c'est-à-dire que Davis va signer sur le label de Nas. Donc le label de Nas c'est Mice Appeal. Et la même année, ils vont sortir la mixtape Black Rose, qui sera considérée comme l'une des meilleures mixtapes de Davis à ce jour. Et puis surtout que c'est la première mixtape qui a été poussée par un label. Et pas n'importe quel label, bien entendu, le label de Nas. Cette mixtape est tellement bien accueillie et tellement bien appréciée que pas mal d'autres noms dans le game vont tout simplement valider ce projet. Je parle notamment de DJ Première, DJ Khaled qui a lui aussi fait la promo de cette mixtape et Wyclef Jean. Alors pause. Yo les gars, c'est votre All-Side du futur qui vous parle. Bon, comme j'ai vu que l'épisode commençait à se faire un peu long, j'ai décidé de le découper en 2 parties. Donc je vais couper la première partie ici. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Alors la deuxième partie va sortir probablement dans 2 semaines. D'ici là, je vous laisse. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses et on se capte la semaine prochaine sur All-Side. Allez, à plus. They ask me what my life like.